Ouais, donc c'était pas prévu, mais je voulais avoir une petite prise de parole en amont de la conférence, traditionnelle conférence de presse du coach. Puis ensuite, je crois que c'est Emmanuel Agbadou qui vous rejoindra. Euh, Parce que, voilà, on ne peut pas éluder que cette semaine, il y a un article paru dans le journal anglais relayé par l'équipe qui a fait polémique. Alors, la polémique, elle n'est pas en interne, mais je pense que c'était important de le préciser. Comme d'habitude, avec Will, on s'est parlé de manière franche et honnête. On a un club familial et on a toujours, franchement, eu des relations ultra saines et ultra franches. C'est-à-dire qu'à chaque fois, notre communication, elle est fluide. Je pense qu'il ne se passe pas un jour sans qu'on échange, soit de vive voix, soit par message. Ça a encore été le cas. Pour nous, il n'y a absolument pas de polémique, mais je pense que c'était important de revenir sur deux points. Le premier, par rapport à ce qui est sorti dans l'article. Alors, je ne vais pas dire qu'il y a un certain nombre de propos ont été déformés, mais quand même. Et surtout, nous, on a un club étape. On a un club étape pour les jeunes joueurs, mais on est aussi un club étape pour un jeune coach. Et demain, on sera très fiers si Will peut rejoindre la Première Ligue et peut-être entraîner le club de son rêve qui est West Ham. On sera très fiers de le suivre en Première Ligue. Aujourd'hui, par contre, c'est pas du tout honteux d'afficher des ambitions et d'être ambitieux. On l'est au club, les joueurs le sont. Je ne vois pas pourquoi le coach ne pourrait pas l'être. Par contre, que les gens ne se méprennent pas, et pour ça qu'on veut avoir un discours commun, notre histoire, elle n'est absolument pas terminée au Stade de Reims. Et on se projette ensemble, non pas juste jusqu'à la fin de saison, mais on se projette aussi ensemble sur le moyen terme. Après, le foot reste le foot, mais aujourd'hui, on n'a absolument pas envie, tous les deux, et je parle au nom du club, que l'histoire s'arrête. Et notre collaboration, elle est, je le répète, elle est franche, elle est saine, et elle se passe très bien. Donc ça, c'était le premier point, moi, que je tenais à clarifier. Et le second point que je veux clarifier, c'est que là aussi, on a entendu un certain nombre peut-être de griefs, mais surtout des médias plus que de l'entraîneur, puisqu'en fait sur les mercatos qu'on a fait depuis un an, il y a eu 2 mercatos d'hiver, un mercato d'été, on a à chaque fois été totalement en phase. En phase sur les profils ciblés, mais aussi en phase sur la structure d'équipe. Quand on dit qu'on perd un équilibre avec Azor, mais on ne le nie pas, que ce soit Will ou moi, mais on perd une forme d'équilibre. Pour en regagner, nous, nos discussions, ça a été, à un moment donné, ouais, mais on va en recréer un différent, et pas moins bon. C'est là-dessus où, en fait, je pense que souvent on a été attaqué, mais oui, Azor, en fait, participait à un système de jeu. Aujourd'hui, on a des joueurs tout aussi performants, mais dans un autre registre. Et donc, en fait, c'est recréer, c'est tout le travail de Will, c'est de créer un équilibre différent qui sera, à notre sens, au moins aussi bon, voire meilleur une fois qu'il sera rodé. Parce qu'on a énormément de talents offensifs, on a des joueurs pendant l'absence de nos deux japonais, par exemple, comme Reda, qui se sont révélés. Voilà, on a un certain nombre de garçons qui sont en train d'éclore, comme Kone, comme Atangana, comme Oumar Diakité avec la magnifique canne qu'il a fait. Et en fait, l'enjeu, c'est juste de créer un équilibre différent avec le départ d'Azor. Mais on ne s'est absolument pas, et je pense qu'on est tous en phase là-dessus, on ne s'est absolument pas affaibli. Donc je pense qu'il était important de préciser tout ça et qu'on le précise ensemble parce que, encore une fois, peut-être que des personnes cherchent à nous opposer, mais en interne dans le club, on est ultra liés, ultra soudés, que ce soit la direction sportive, la direction générale, la présidence et le staff dans son ensemble. Voilà. Et moi, pour conclure, parce qu'on a l'impression un peu qu'on vit un drame, on est 8e de Ligue 1. C'est magnifique. La Ligue 1, elle est dure. On a fixé un objectif ambitieux en début de saison, qui était de finir dans le top 9, parce que pour nous, c'était important d'intégrer ce top 9, qui est la première partie du classement, qui est ancré, continuer à ancrer, chose qu'on a fait depuis maintenant 6 ans, le Stade de Reims dans cette première partie de tableau, aux yeux des gens, mais aussi aux yeux du monde du football, des joueurs qui pourraient nous rejoindre et qui rejoindre le projet dans le futur. Très important, et on s'est dit aussi qu'on était ambitieux, mais pas fou, et qu'on ferait un bilan de où on en est à 10 journées de la fin, parce que vous regardez historiquement, depuis 10 ans, les équipes qui performent ou qui font des performances, en fait, elles lancent le sprint final dans les 10 dernières journées. Je pense qu'on va être dans les clous, parce qu'aujourd'hui on est 8e, il reste deux matchs avant cette fameuse 10 journées de la fin. Et ensemble, en récupérant en plus l'ensemble de notre effectif avec les 2 CAN qui sont terminés
et un certain nombre de joueurs qui reviennent de blessures, ben on va lancer notre sprint final qui nous amènera là où il nous amènera. Mais on se veut raisonnable mais ambitieux, et ensemble. Est-ce que tu as eu cette prise de parole devant l'effectif? Parce que peut-être que, je ne sais pas si c'était vraiment une polémique cette semaine, mais est-ce que tu crains que ça ait pu perturber la fin de saison? Absolument pas. Parce que justement, nos relations franches, saines, enfin voilà, nous le midi on mange avec les joueurs au restaurant ensemble tous les midis, on se voit, on se côtoie, on se parle tous les jours. Enfin en fait la polémique elle est externe, elle n'est pas interne. Mais par contre c'était important d'avoir une prise de parole d'unité ensemble pour expliquer déjà que 1 on n'est pas en crise, 2 c'est pas un gros mot d'être ambitieux, que 3 notre histoire encore une fois commune elle est absolument pas terminée et qu'on se projette ensemble, et qu'on est 8e et qu'on est prêt pour lancer le sprint final. Est-ce que c'est aussi une manière aussi de rassurer, c'est le terme bien choisi, les supporters, ta prise de parole? Je ne sais pas s'ils ont besoin d'être rassurés, mais en tout cas, je pense qu'ils ont peut-être besoin d'entendre ce discours. Et voilà, au moins, j'ai envie de dire, c'est pas relayé, c'est directement le club qui leur explique où on en est et où on va. Mais je pense qu'ils n'en doutent pas. Ton groupe, qu'en est-il? Le groupe Valentin Tangana refait son retour dans le groupe après une longue indisponibilité. Max Buzy est toujours blessé. On a malheureusement perdu Joseph Okumu qui a une déchirure au niveau des adducteurs, donc ça c'est assez embêtant. C'est long en plus ces adducteurs, non? Et ça risque d'être assez long, on verra bien. Koné est toujours indisponible aussi avec ses mollets. Et je pense que j'ai oublié personne. On a eu une petite frayeur avec Terence Koudou cette semaine sur ses ischios, mais ça a l'air de passer. Et tout le reste est fit et opérationnel. Marshall aussi. Marshall est 100% fit. Pour Joseph, est-ce que tu penses que c'est une suite ou une conséquence de la béquille qu'il avait reçue à Lorient, ou c'est pas forcément lié du coup? C'est pas forcément au même endroit, mais s'il y a eu une compensation, une surcompensation, c'est possible. C'est une des possibilités, mais je le dis, c'est un fait, on s'adapte et on continue. Ça trouble un peu tes plans par rapport on va pas parler tactique, mais par rapport à ce que tu avais mis en place contre Lens, l'absence de Joseph, ça rebat les cartes ou tu as d'autres solutions pour le remplacer poste pour poste? Non, poste pour poste c'est compliqué, même si on a des jeunes, mais poste pour poste c'est compliqué, mais je le dis, c'est pas tant une question de système ou ça je m'en fous un peu, comme vous le savez. On s'adapte, il est pas là, il est blessé, on va trouver autre chose, on a d'autres joueurs offensivement qui peuvent nous apporter un plus aussi, donc on va se baser là-dessus. Le contenu de Lens, est-ce que ça t'a un peu rassuré par rapport à leur prestation? Affirmatif, le contenu, l'intensité, l'énergie, tout n'était pas parfait, ça j'en suis grandement conscient, mais il y avait déjà des attitudes et des comportements qui étaient beaucoup plus positifs que dans les matchs précédents. Il y a eu une certaine charge physique et émotionnelle du dernier mois qui ont été accumulées, mais je pense qu'elles sont évacuées au jour d'aujourd'hui, que ce soit avec les cannes, avec les départs, avec tout ce qui s'est un peu passé. Et aujourd'hui, je pense qu'on a retrouvé de la fraîcheur, on a retrouvé un groupe entier qui revit bien, qui se connaît bien aussi. Donc c'était important d'avoir un début de réaction face à Lens, et c'est ce qu'on a eu. Donc on va se baser là-dessus et poursuivre notre marche en avant. S'il n'y a pas le feu, comme on le disait évidemment, mais cette période sans victoire, comment vous la vivez? C'est un peu inhabituel, vous en restez aussi longtemps. C'est un peu inhabituel, mais aussi il y a une part de logique comme je viens de le dire. Comment on la vit? On la vit tranquillement. Je sais que c'est énervant et vous me connaissez mieux que personne, ça me saoule qu'on gagne pas des matchs, mais ça fait partie du foot et ça fait partie d'une saison et ça fait partie de la vie d'un club. Mais je le répète, on va trouver les moyens de s'en sortir et c'est ce qu'on fait pour l'instant. L'idée c'est de rester placé malgré tout, parce que un petit peu dans le sens de ce que disait Mathieu tout à l'heure, le sprint final c'est souvent là où ça se décide. L'année dernière, vous avez été là avant mais pas après. L'idée c'est peut-être d'être là après, parce que c'est peut-être là aussi où vous pouvez aller chercher quelque chose. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est ce que, avec le groupe qu'il y avait ici l'année passée, c'était pas possible de le faire non plus.
et je pense qu'on doit apprendre nos leçons. On n'a pas envie de revivre le même cas de figure, et c'est ce qu'on essaye de faire. Donc, je ne veux pas dire que tout est prévu, mais on a réfléchi en amont et on sait dans quelle direction on veut aller. Et on va continuer de la sorte. Pour prolonger un petit peu sur le match de Lens, donc effectivement le contenu, l'état d'esprit a été meilleur que lors des précédentes sorties, ce qui t'a toi rassuré, s'il y avait besoin de rassurer. Est-ce que tu as senti que les joueurs, par rapport au fait que le compteur se remette à tourner, de voir que l'équipe avait bien répondu contre une équipe du haut de tableau, tu as senti aussi cette semaine que chez les joueurs ça avait apporté un plus, un bonus de confiance? Sans aucun doute, et je pense que si vous aviez vu la séance d'aujourd'hui, vous aurez dit t'as l'impression que tu es capable de battre n'importe qui parce qu'il y a de l'intensité, il y a de l'énergie, mais il y a aussi de la qualité qui va avec. Donc c'est positif, et je te dis, je me suis pas pris la tête avec les matchs précédents et je vais pas me prendre la tête maintenant. On continue de travailler et il y a vraiment pas mal de bonnes choses sur les séances, donc on va essayer de retranscrire ça en match parce que des fois on est très très bon en séance et très très nul en match, donc à nous d'être réguliers. Parle-nous de cette équipe du Havre qui a elle aussi un petit moment de non-victoire actuellement, mais qui fait une belle saison quand même pour un promu. Tu t'attends à la même chose qu'à l'aller, même si à l'aller c'est vrai qu'il y a eu une infériorité numérique pour eux. Comment tu abordes ce match par rapport à l'adversaire? Comment tu vois l'adversaire chez lui? C'est surtout ça, c'est chez lui. Il est très très bon, je pense que de leurs 5 victoires, il y en a 4 à domicile, donc ça fait beaucoup, et c'est une équipe qui joue très très bien à domicile, et c'est un endroit difficile à visiter, donc on est prévenu, on sait ce qui nous attend. Vous le savez très bien aussi, je connais très bien Lucas Elsner, on se connaît depuis un petit moment, et ça va être un vrai match. Je pense qu'il y aura de l'intensité, il y aura de la qualité dans le jeu, il y aura un jeu d'échecs par moment parce qu'on va essayer de s'affronter à ce niveau-là aussi. Donc non, je m'attends vraiment à un match intéressant des deux côtés. Je ne sais pas trop ce qu'on peut faire par rapport à ça en termes de préparation, mais l'aspect météo, parce qu'on avance peut-être du vent, de la pluie, comment on s'adapte à ce genre de choses? Avec l'ouragan qu'on a eu ce matin à l'entraînement, on est plus ou moins préparé, donc non, il n'y a pas de stress là-dessus. On est tranquille, tu sais rien y faire de toute façon. Donc, et le stade va nous protéger un peu, donc on s'adapte, on fait avec, mais je te le dis, Reims est une très très belle ville, mais la météo est comme en Belgique et en Angleterre, donc moi j'ai l'habitude, et on fait avec. Je vais te poser une question à partir d'une statistique, comme tu les adores, ça va être sympa. Non, par rapport à Oumar, il a marqué contre Lens, mais il y a une statistique qui est parue par Opta, qui est quand même un organisme sérieux, je ne sais pas si tu l'as vu, qui c'était le joueur le plus hors-jeu en Ligue 1. 18, donc 19 parce qu'il en a un contre Lens en 605 ou 120 minutes. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez identifié? Alors pour le coup, contre Lens, il a un timing parfait, il n'est pas en jeu, mais avant c'est vrai que ce sont des situations... Est-ce que c'est quelque chose que vous avez identifié? Est-ce que c'est quelque chose que vous allez travailler avec lui? Parce que évidemment ça peut coûter des buts à l'arrivée. Est-ce que vous l'avez mis en avant? On en est conscient, on le sait, mais on va pas se jeter des fleurs, mais comme à l'image du match de Lens, c'est partir un peu plus loin et de se donner un peu plus d'espace et le temps d'attaquer l'espace qu'il doit attaquer ou qu'on voudrait qu'il attaque. Et petit à petit, ça reste un jeune joueur qui a encore une belle marge de progression. Petit à petit, on va adapter ce petit défaut qu'il a dans son jeu, mais c'est une question de timing souvent, d'automatisme aussi Un peu les deux, c'est le timing, c'est les zones d'où il part et où il remet le ballon pour être en place sur les situations de centre ou sur les courses en profondeur. C'est un mélange de tous ces aspects-là. Donc non, on en est bien conscient. Est-ce que ça peut aussi s'expliquer par ses caractéristiques? Quelqu'un qui met beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'énergie et qui a peut-être parfois un peu du mal à se canaliser dans le timing du coup de l'appel? C'est exactement ça, j'aurais pas pu mieux le dire. Et au match contre Lens, en deuxième période, vous avez concédé pas mal d'occasions. Est-ce que pour toi c'est une forme d'inquiétude ou est-ce que c'était normal vu l'adversaire qu'en fin de match vous concédiez un peu plus d'occasions? Encore une fois, c'est un peu les deux. Je pense que tout le monde a vu le match d'hier soir. Lens, ça reste une très très bonne et belle équipe malgré le fait qu'ils ont été éliminés. Et tu sais que contre ce genre d'adversaire, tu vas encaisser des occasions à un moment. Mais comme je l'ai dit la semaine dernière, on sait qu'on prend trop de buts pour l'instant, on sait qu'on concède un peu trop défensivement, donc c'est un point de travail, c'est un point d'attention. Encore une fois, comme Mathieu l'a dit, c'est une recherche d'équilibre avec les joueurs dans d'autres postes
où un équilibre doit être trouvé. C'est pas que l'affaire des défenseurs ou du système, comme tu dis, tu ne pas parler de système, 3 derrière, 4 derrière, c'est toute une équipe qui doit défendre. Ah ouais, non, clairement. Mais on a une règle en or ici au club et dans l'équipe, c'est que le travail défensif, il est non négligeable et non négociable. Si tu veux attaquer, tu peux attaquer, mais tu dois défendre aussi. Donc c'est un petit rappel qu'on fait de temps en temps. Dans les datas, tu as vu une équipe qui a plus couru face à Lens que face à Lorient. Tu nous avais pointé du doigt qu'à Lorient, ça n'avait pas assez couru. Là, contre Lens, c'est autre chose. Lens, c'est l'équipe qui court le plus ou le plus à haute intensité. Donc c'était chaud de se taper contre eux, mais on n'en est pas loin et il y a du progrès là-dessus aussi. Donc c'est la base des bas, je pense. Le foot moderne se joue là-dessus et tout le monde en est parfaitement conscient. J'ai aussi quelques questions à partir d'une stat, pardon. Tiens, vous avez bien les stats aujourd'hui, les gars. Si on regarde un petit peu l'apport des remplaçants, en fait, on s'aperçoit qu'offensivement, ils sont assez peu décisifs cette saison. Est-ce que vous l'avez identifié? Qu'est-ce que tu penses justement de l'apport des remplaçants quand même? Que le mot remplaçant est un peu dénigrant vis-à-vis de ces mecs-là et qu'on doit réussir à leur faire comprendre qu'ils sont là pour avoir un vrai impact sur le match et que oui, tu peux être déçu de ne pas commencer, mais c'est pas parce que tu es déçu de ne pas commencer que tu dois rentrer et ne rien faire. C'est à ce moment-là que tu dois te faire exister, tu dois te faire mal pour que ça fasse une différence pour l'équipe. Et c'est encore une fois un discours qui est répété. Je ne peux faire jouer que 11 joueurs et il y a d'autres joueurs qui doivent venir impacter le match au moment où il faut le faire. Mais je crois que si j'avais la réponse et la solution parfaite à ce problème-là, je ne serais pas l'entraîneur du Stade de Reims, je serais au Real Madrid parce que c'est le truc le plus dur à faire comprendre à un joueur. Tu ne commences pas, mais on a besoin de toi et on a besoin que tu fasses telle ou telle chose. Par contre, retranscrivez pas que je vais au Real de Madrid parce que ça c'est pas vrai non plus. À l'heure où il y a 5 remplaçants, c'est encore mal vécu par un joueur de ne pas démarrer? Toujours. Ouais. Toujours. Tu peux être qui tu veux et où tu veux. Si tu sais que tu n'es pas dans le 11 de base, c'est je vais pas dire un coup à la tête, mais c'est embêtant et tu le prends comme quand c'était à 3. Pourtant, tu as quasiment une chance sur 2 plus même de rentrer. Faut dire ça aux joueurs. D'accord. Ensuite, toi, tu utilises finalement beaucoup les changements, souvent tu fais 4 ou 5 changements très, très régulièrement. C'est des choses qui sont plutôt préparées, c'est vraiment en fonction du scénario du match? C'est un peu les deux. Une fois à l'avance du match, tu as une idée en tête et tu as un plan sur ce qui devrait se passer. Comme je te prends l'exemple de Toulouse, je n'avais pas prévu qu'on perde 3-0 à la mi-temps. Donc c'est un peu les deux. Tu as une idée en tête et tu essayes d'établir un plan de match avant que tout n'arrive. Mais tu dois tout le temps être capable de t'adapter, de voir ce qu'il y a en face de toi quand c'est le cas. Et les changements, en regardant un petit peu, ils interviennent quasiment tout le temps à partir de la 60e. C'est le cap un peu symbolique. C'est le cap symbolique. J'ai été critiqué parce que je ne faisais pas 3 changements à la mi-temps comme il y a pu y avoir par le passé. C'est juste que pour qu'un plan de jeu fonctionne et atteigne ce qu'il doit atteindre, il y a une certaine logique de garder tel et tel joueur sur le terrain. Et on sait que la dernière demi-heure d'un match, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Et quand tu as un équilibre qui fonctionne ou qui est intéressant, tu veux pas trop le changer. Mais je te garantis que s'il y avait vraiment un truc à changer au bout de 20 minutes, je le ferais au bout de 20 minutes. Mais il faut aussi respecter le joueur, l'équipe et ce qui est en train de se faire. Donc, ouais. Est-ce que par exemple tu t'es posé la question du match de Toulouse parce que Évidemment. Ça n'allait pas du tout et tu as attendu la mi-temps? Évidemment. Mais je le dis, quand tu es en état de choc comme ça et que tu en prends 3 et que tu sens qu'un changement ne va apporter que de la confusion ou encore plus d'inquiétude dans l'équipe, il faut mesurer. Et si telle ou telle personne estime que ça aurait été une bonne chose, je peux le comprendre, je peux l'entendre. Mais c'est des choix qu'on doit faire en tant qu'entraîneur et qui sont les plus durs à faire. Et finalement, c'était important pour toi d'attendre la mi-temps pour pouvoir expliquer peut-être aussi, remettre des choses en place? Surtout éliminer l'état de choc dans lequel on était. On était merde, c'est 3-0, enfin 0-3, on est à domicile, qu'est-ce qui se passe? Et faire un changement ou changer de système en plein match, soit tu dois avoir un arrêt de jeu et tu peux recadrer tout le monde, reprendre tout le monde proche de toi et avoir une communication claire. Mais faire un changement en plein milieu de tout et communiquer à Ito qui est à l'autre bout du monde ou il n'était pas là sur ce match-là, mais c'est un exemple, c'est impossible. Donc il y a une certaine logique et une certaine
ou un certain respect des choses qui rentrent en ligne de compte. Par rapport à cette volonté, comme tu le dis souvent, d'essayer de maîtriser un maximum d'éléments sur la rencontre, est-ce que tu dirais que depuis le banc, finalement, le plus dur, c'est de savoir prendre une bonne décision et de la prendre le plus rapidement possible? Affirmatif, mais tu contrôles presque rien du banc. Je l'ai souvent dit et je le répète. Tu mets des choses en place pendant la semaine à l'entraînement, tu donnes les clés aux joueurs pour le faire sur le terrain. Mais encore une fois, c'est pas nous qui sommes sur le terrain, c'est pas moi qui vais aller mettre ma tête pour marquer un but ou mettre un tac pour défendre. Et tu lègues toute la responsabilité de ton plan de jeu à 11 mecs et tu essayes de les mettre dans le meilleur environnement ou dans la meilleure zone, pas de confort mais de performance où ils vont être bons. Et si tu dois impacter le match par un changement ou par une communication, tu essayes de le faire, mais tu es très très limité dans tes options. Quand tu disais tout à l'heure le non remplaçant est un peu péjoratif par rapport au rôle qu'ils peuvent avoir, au rugby on parle de finisseur notamment, est-ce que par exemple le choix de mettre un joueur sur le banc, il est forcément dicté peut-être par des choix tactiques au coup d'envoi, mais aussi parfois pour piquer aussi un joueur que tu vois décevant sur des matchs précédents et que tu as envie de relancer comme ça? C'est un ressort que tu emploies? Ouais, tout le temps. Tout le temps, il y a un tas de raisons qui peuvent être derrière toutes les décisions qu'on prend. Mais ça doit rester entre le joueur et le staff ou entre le joueur et moi. Mais il y a toujours un tas de choses que le monde extérieur ne sait pas et que je sais que ce qui est frustrant, parce que j'étais moi-même supporter et je voulais tout savoir. Mais par respect du club et du joueur, tu peux pas. La stratégie quand tu prépares l'équipe, est-ce qu'ils savent dans la semaine en gros qui va débuter ou tu tiens ça un peu secret jusqu'à la dernière minute? Ça dépend. Ça dépend le contexte, ça dépend l'adversaire, ça dépend l'état des troupes aussi, parce qu'il y a des fois il y a des évidences et il n'y a pas trop de secrets à avoir, mais ça dépend. La semaine dernière j'ai donné l'équipe la veille, la semaine d'avant je l'avais donné le jour du match, au feeling et à l'instinct. C'est pas forcément plus tôt dans la semaine en revanche. Non, mais par contre tout joueur de foot ils sont pas cons, tu vois. Tu mets un truc en place à l'entraînement, ils se rendent bien compte de ce qui est en train de se faire. Mais la communication claire se fait dans les 24 à 48 heures avant le match. Et si tu devais définir finalement un bon remplaçant, si on peut garder ce terme-là, mais ce serait quoi? Un mec qui rentre, qui claque 3 buts, qui fait un tacle décisif sur la ligne pour empêcher un but adverse et qui gagne le match. Mais bon, ça c'est le jardin de rêve qui n'existe pas malheureusement. Dans ces cas-là, on parle de coaching gagnant. Est-ce que c'est des choses aussi qui valorisent? On aime entendre ça ou... Parce que souvent tu retournes souvent la chose en disant c'est les joueurs qui sont sur le terrain et c'est eux qui ont fait la différence. Mais quand on entend ça, est-ce que c'est quelque chose qui dit ça fait du bien de bien sentir le truc aussi? Ouais, c'est le bon choix au bon moment, mais encore une fois, je peux faire un choix et une fois sur deux il peut marcher et l'autre fois il peut ne pas marcher. Donc c'est la beauté du football et c'est la beauté de la critique qu'il y a tout autour d'un entraîneur. Je vais pas me prendre la tête avec ça. Je sais ce qu'on essaye de faire et je sais que tout n'est pas parfait, mais encore une fois, on fait pour un mieux, je pense. Et le choix du coaching, c'est vraiment un choix personnel ou vous avez le temps de discuter avec ton staff Non, tu discutes tout le temps. Et j'ai besoin de mecs qui me remettent en question et qui me disent que certains trucs ne vont pas et que certains trucs vont. Mais prendre une décision tout seul qui a un impact tellement énorme, c'est quasi impossible. Même si vous n'avez pas beaucoup de temps pour ça. Non, mais tu prépares un match tout au long de la semaine et il y a une identité de jeu ou un projet de jeu qui est bien clair et bien en place avec tout le monde. Donc non, à ce niveau-là, il n'y a pas d'inquiétude. Emmanuel, même si vous n'avez pas gagné contre Lens, est-ce que le fait d'avoir marqué à nouveau des points au classement et avoir perdu aussi, ça vous a fait du bien après avoir subi 2 défaites consécutives? Je pense que oui, sur l'aspect psychologique, ça joue beaucoup. Et surtout, on a retrouvé un peu le Reims du début de saison, avec ses principes de jeu, pressing contre pressing, une équipe qui propose quelque chose aussi avec le ballon, une équipe qui met l'intensité, qui monte sa présence, chose qui nous a manqué les derniers matchs. Donc je pense que c'est ça le plus important. Et le fait de ne pas perdre aussi, voilà, ça apporte un plus à l'effectif et ça nous donne le moral pour la suite. Vous êtes rassuré dans le jeu aussi, la manière dont Exactement, oui. Exactement. Comme j'ai dit, on a retrouvé nos principes de base. Voilà ce qui faisait l'identité du Stade de Reims. Et ça, c'est le plus important.
plus que dans le jeu, tu l'as dit, il y a aussi un état d'esprit qui a été retrouvé par rapport au dernier match. C'est ça aussi qui vous rassure, le fait d'avoir remis les bonnes attitudes, dans l'intensité, dans l'état d'esprit. Oui, exactement. Et surtout que tout le monde est revenu maintenant. Le fait de retrouver tous les joueurs, de retrouver cet état d'esprit-là, ça fait du bien. On sait que les matchs vont venir, on aura l'opportunité de regagner. Voilà, il faut être patient, mais le plus important, c'est de se retrouver nous-mêmes. Voilà, c'est de se retrouver nous-mêmes dans le jeu, psychologiquement, en termes d'intensité et tout ce qui va avec. Voilà, je pense que c'est ça le plus important actuellement. Donc on essaie de mettre en place et le reste viendra seul. Retrouver tout ça, tout ce que tu viens d'évoquer, c'est passé par quoi? Beaucoup de travail forcément, mais aussi beaucoup de communication entre vous? Exactement, surtout la communication, parce que je pense que le travail, on en fait chaque jour. Voilà, on en fait chaque jour, mais c'est surtout la communication, c'est surtout le travail psychologique qui est fait derrière. Parce que ces gens de passage à vide comme ça arrive à toutes les équipes dans une saison. Et c'est notre cas aujourd'hui. Donc il fallait trouver cette ressource mentale-là qu'il fallait pour pouvoir remonter la pente. Et chose qu'on a réussi à faire. On va essayer de continuer le prochain match sur cette même lancée. Ouais, c'est le goût de la victoire qui vous manque maintenant? Oui, exactement. Regagner va nous faire beaucoup plaisir. Et ça va apporter beaucoup de confiance. Même si le match de Lens a déjà apporté, je pense, plus ou moins de la confiance dans le groupe. Donc le fait de regagner aussi, prendre des points pour la saison, ça sera vraiment important pour le groupe. À t'entendre, on a l'impression que ce point pris contre Lens, il a presque fait l'effet d'une victoire. Non, je ne dirais pas ça. Ce point, je dirais que ce point a apporté quelque chose de positif psychologiquement, comme je le disais. Pas forcément comme une victoire. Ça fait du bien de ne pas perdre contre Lens à domicile. Ouais, mais on ne prend pas ça comme une victoire. Ça a surtout apporté quelque chose de positif dans le groupe. Voilà, donc c'est sur ce côté-là qu'on a gagné. Ton regard sur cet adversaire, l'équipe du Havre? C'est une bonne équipe. Selon les statistiques, c'est la première équipe qui presse le plus en Ligue 1 à haute intensité. Donc on connaît déjà les couleurs du match de ce dimanche. Donc on est préparé à ça. Voilà, on va aller là-bas un temps sérieux en essayant de mettre en place notre football et puis essayer de revenir à la maison avec les 3 points. Il va falloir encore s'adapter un peu défensivement parce que Joseph est blessé. Donc comment tu vis toi ces changements? Tu as été beaucoup impacté parce qu'on t'a vu dans la défense à 3, avant un défenseur central dans une défense à 4, tu as été latéral. C'est compliqué, j'imagine, de changer autant aussi souvent. Oui, c'est compliqué. Mais tant que je me mets au service de l'équipe, je pense que c'est le plus important. Et tant que j'ai la confiance de mon coach et de mes dirigeants, de mes coéquipiers, c'est le plus important. Après, c'est plus intéressant pour un défenseur central de jouer à son poste de prédilection. Voilà, donc tant que j'aurai l'opportunité de jouer à mon poste de prédilection, je ferai tout pour aider l'équipe à gagner des matchs. Et s'il y a des situations qui obligent que je sois un peu mis à d'autres postes, parce que la situation le demande, je ferai tout pour aider l'équipe. Sinon, on me connaît comme un défenseur, chose qui est mon poste, donc c'est là-bas que je suis le mieux. On en avait déjà parlé, tu nous avais déjà dit que tu avais déjà eu l'habitude de jouer à 3 derrière ou à 4, mais est-ce que toi tu as une préférence quand même? Oui, à 4, tout défenseur central est plus à l'aise lorsqu'il joue à 4 derrière. Voilà, c'est la base même de la formation d'un défenseur central. Voilà, comme je l'ai dit après tout à l'heure, tu es obligé de t'adapter en fonction du système dans lequel le coach veut jouer. Donc après, je me dois de m'adapter et d'essayer d'aider l'équipe. C'est quoi la différence à 5? Il faut davantage à 3 ou à 5 de communication? C'est quoi qui change vraiment? Oui, il faut beaucoup communiquer parce que si vous ne communiquez pas bien, après, il y a beaucoup d'espace. Parce que si vous avez des latéraux qui sont très offensifs, du coup, les deux défenseurs qui jouent sur le côté ils deviennent un peu comme des latéraux. Du coup, ça demande 2 fois plus d'efforts que lorsqu'on joue à 4. Donc il faut beaucoup de communication, de concentration. C'est tout ça.
C'est un enrichissement aussi personnel de pouvoir se dire que tu es capable de jouer dans une défense à 4 et dans une défense à 3 pour la polyvalence et puis même pour les prochains mois de ta carrière, d'avoir cette carte-là à jouer aussi. Oui, c'est important, c'est important. Tu vas certainement tomber sur des coachs qui préfèrent jouer à 3, d'autres qui préfèrent jouer à 4. Il faudrait que toi, tu sois un élément qui soit en mesure de t'adapter en fonction des deux systèmes. Et c'est comme ça que tu peux essayer d'être indispensable pour l'équipe. Comment tu as vécu par procuration la victoire de la Côte d'Ivoire à la CAN? Ah, ouais, j'étais très content. J'étais très content, comme si j'y étais, parce que je vivais tous les matchs ici à fond. Voilà, donc j'étais très heureux parce que c'est le pays, quoi. C'est la patrie. Donc c'est un rêve pour tout Ivoirien, footballeur ivoirien, de remporter la CAN avec sa nation. Donc même si je n'ai pas été, je suis très content pour les autres. Et la Côte d'Ivoire vient de loin. Je pense qu'elle a mérité ce trophée. On a toujours eu une bonne génération, mais malheureusement, on n'a pas eu cette possibilité d'aller loin dans des compétitions africaines. Et cette année, ça a été le cas chez nous à la maison. Donc, peu importe que tu sois dans le groupe ou pas, du moment où la CAN s'est remportée chez toi, tu te dois d'être content. C'est obligé. Il n'y a pas un petit regret parce que tu aurais pu participer à cette compétition peut-être? Non, il n'y a pas de regret. Il n'y a pas de regret. Je n'ai pas de regret parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le plan de Dieu est toujours le meilleur. Je suis plutôt content pour les autres, surtout pour Omar. Voilà, parce que c'est mon coéquipier ici. Il n'y a pas de regret, forcément. J'aurai l'opportunité de rejouer pour mon équipe, de remporter, pourquoi pas, des trophées avec eux. Donc, aucun regret. Plutôt très heureux. Est-ce que le sentiment du coup, tu l'as un peu dit, mais est-ce que le sentiment du coup il est beaucoup plus fort quand c'est à la maison? Oui, obligé. Là, t'as tout un peuple, tout un pays qui est derrière toi. Et t'as la famille avec toi. C'est pas pareil. L'atmosphère, elle est différente. L'enjeu, il est différent. Et c'est magnifique de gagner une CAN chez soi. Je pense que très peu de pays ont eu à le faire. Le dernier pays, c'était l'Égypte, si je ne me trompe pas. Donc, c'est une fierté. C'est incroyable. Et en plus, il y avait Oumar dans l'équipe. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Je suis tout très content pour lui. Parce que franchement, il mérite. Il mérite. C'est un très bon garçon qui a beaucoup d'énergie, qui est gentil et qui est toujours là pour les autres. Donc, le voir heureux comme ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Donc, je lui dis tout le temps que je suis content pour lui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de son surnom? Rourou, c'est ça que Le Rourou. Non, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. Voilà, quelqu'un qui aime courir, qui aime toujours aller de l'avant. Quelqu'un qui ne se communise pas, qui se dépose beaucoup. Donc je pense que c'est de là que vient son surnom. Tu as été en contact avec lui pendant la compétition? Ouais, on parlait souvent. Pas tous les jours, mais on parlait quand même. On parlait souvent parce qu'arrivé à un stade de la compétition, tu te dois de laisser les joueurs se concentrer, être focus. Sinon, on a parlé quelques fois en tout cas. Et la joie dont tu parlais, que tu as ressentie avec cette victoire-là, est-ce que tu penses que ça peut rejaillir sur tes performances aussi avec le club? Enfin, ça te donne une impulsion quelque part? Concernant les motivations personnelles en club, je pense pas. Par contre, oui, Oumar, vu que lui revient de la CAN, il est dans l'atmosphère de cette mission incroyable qu'ils ont réalisée. Donc oui, mais moi personnellement, je pense pas. Je pense que ma motivation, elle est différente par rapport à lui. Je me permets de l'associer à ça parce que c'est l'exemple que j'ai trouvé. Ma motivation, elle est différente par rapport à lui parce que moi, je me dois de faire mes performances personnelles, être bon chaque week-end pour essayer de grandir encore, d'acquérir une autre étape de ma carrière. Donc, c'est pas la CAN qui va me motiver. Voilà, c'est plus quelque chose de bien plus personnel en fonction de mes projets personnels que j'ai pour ma carrière. Et l'un de tes objectifs, c'est de retrouver cette sélection? Oui, c'est l'objectif maintenant ça a toujours été l'objectif. Et vu comment cette CAN elle s'est passée, voilà, tu vois que voilà, il y a de la place, il y a de la concurrence. Donc tout le monde a la possibilité, s'il fait de bonnes performances, de retrouver la sélection. Donc
c'est une fierté de jouer pour son pays, de porter même le maillot ivoirien, c'est une fierté. Donc ça fait partie aussi des objectifs de performer et puis d'espérer être rappelé en sélection. Par rapport à tes performances, justement, est-ce que, t'en as déjà parlé, mais est-ce que la volonté d'avoir des stats, tu as vu buteur en coupe face à Sochaux, c'est aussi un objectif que tu as pour cette deuxième partie de saison? Oui, franchement, je ne sais pas ce qui m'arrive en Ligue 1. C'est que des poteaux, c'est que des gardiens qui arrêtent les ballons, mais j'ai vraiment envie d'ouvrir mon compte de but en Ligue 1. Chose qui m'a réussi en coupe, mais j'ose espérer que les choses vont mieux se passer pour moi les matchs à venir en Ligue 1. Parce que j'ai vraiment envie d'inscrire des buts en Ligue 1. Tu as la particularité d'avoir sous ton maillot à chaque match ce t-shirt blanc où tu inscris un psaume, je crois. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu faisais déjà avant en Belgique? Comment ça te vient? Et est-ce que tu le prépares avant le match, la veille peut-être? Ouais, en Belgique, je le faisais, mais pas tout le temps. C'est plus ici à Reims que la chose c'est plus améliorée. Voilà, c'est des versets bibliques qui me sont donnés par Dieu en fonction des situations dans lesquelles je me trouve, en fonction même des rencontres, en fonction si je peux me permettre de dire, de l'atmosphère dans laquelle je me trouve. En fait, chaque jour est différent de l'autre. Donc il y a des jours où tu es confronté à certaines situations, d'autres, et c'est une manière de moi aussi de porter un message d'évangile pour faire comprendre aux gens que tu peux atteindre tes objectifs dans la vie en t'accrochant à Dieu. C'est tout ça. C'est un message différent à chaque match? Chaque match. C'est jamais le même message. Comme je l'ai dit, de la même façon qu'un match de football a plusieurs visages, tu peux jouer contre le PSG aujourd'hui, où tu vas faire un bon match, qui est une grande équipe. Demain, tu joues contre le Havre, où tu es très mauvais. Après, il y a des scénarios différents. Donc, en fonction des scénarios, les messages me sont donnés et je les écris sur mon maillot. Est-ce que c'est devenu quelque chose qui est indispensable d'avoir ça avant de jouer sous ton Ouais, sous ton maillot? c'est une identité, c'est quelque chose dont je ne peux plus m'en passer. Voilà, parce que ça fait partie maintenant de moi. Et je vois qu'il y a des personnes qui regardent ces images-là, qui lisent ces versets-là et à qui ça donne le moral, ça donne l'envie de continuer lorsqu'ils sont abattus. Donc ça ne peut que me pousser à continuer.